Bonjour et bienvenue pour cette émission spéciale. Nous sommes ici au MOCA à Saint-Denis pour la conférence spéciale sur l'adaptation au changement climatique. Alors évidemment, prendre en compte le climat, c'est avoir des actions qui ont du sens. Et j'ai à côté de moi Jordan qui a ce matin planté des arbres et c'est important pour toi, je crois, d'avoir fait cette action. Oui, c'est important pour moi. En tout cas ici, beaucoup de gens vont pouvoir être sur mon plateau et notamment, je l'espère, Madame la ministre des Outre-mer qui se trouve derrière moi et qui arrive à l'instant. On vous accueille bien sûr pour cette émission spéciale. Bienvenue à vous. Pour démarrer cette émission, j'ai la chance d'accueillir une invitée très prestigieuse, Madame la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Bonjour, merci d'être avec moi sur ce plateau. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est un mois jour pour jour après le cyclone qui a touché les Antilles. Évidemment, votre venue ici à La Réunion est tout à fait d'actualité. J'aimerais que vous nous en parliez justement. Oui, quelques mots, mais d'abord dire combien j'ai été bien accueillie à La Réunion. C'est ma deuxième visite et combien il est important pour moi de venir participer à cette conférence internationale organisée par la région et féliciter Didier Robert pour cette initiative parce que justement, les événements des Antilles, il y a maintenant un mois, nous ont démontré qu'il y avait urgence, qu'on n'a plus le temps. Et qu'il nous faut agir. Alors, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ont été frappés par un cyclone d'une puissance extrême, plus de 350, 380 km/h de vent. Nous ne connaissions pas bien ce type de phénomène. Moi, quand je suis arrivée sur le territoire, c'était un lendemain de catastrophe qui a tout détruit sur son passage et qui a laissé l'horreur, parce que c'est l'horreur que j'ai découvert, et la détresse des habitants. Alors justement, revenons à La Réunion également. Elle fait partie des 34 hotspots de la biodiversité dans le monde. À ce titre, la région lance des programmes pour sensibiliser la population à l'adaptation au changement climatique. J'aimerais votre sentiment sur le fait que les îles sont finalement des sentinelles quelque part et peut-être des sources de solutions au regard du monde par rapport à cette adaptation. Vous savez, pendant la COP21, j'avais l'honneur de participer à cette organisation et on m'avait confié, Laurent Fabius m'a confié l'ensemble des pays en développement et les États insulaires. Donc pendant 2 ans, j'ai parcouru le monde et puis j'ai constaté effectivement à la fois les difficultés des territoires insulaires avec la montée des eaux, les villages qu'il faut déjà déplacer, à Samoa par exemple dans le Pacifique, d'autres qui vont perdre complètement leurs îles, des atolls vont disparaître, mais aussi des territoires pleins de solutions, comme c'est le cas ici à La Réunion également. Et je crois véritablement que les Outre-mer français peuvent, dans leur bassin maritime, réciproquement, chacun, effectivement, océan Indien, Pacifique, Atlantique, avec la partie Caraïbe, peuvent être des leaders, des démonstrateurs de développement durable et d'outils pour lutter contre le dérèglement climatique, bien sûr, mais aussi pour se préparer à l'adaptation pour que chacun, aujourd'hui, pense le monde de demain autrement. Merci d'avoir répondu à mes questions, Madame la Ministre. Je vous souhaite un bon séjour sur notre île. Et puis évidemment, ici, à La Réunion, les actions sont concrètes également. Et ça passe aussi par des actions de sensibilisation auprès du public. On va regarder ces images des plantations à l'Arboretum. Regardez. Merci. C'est la première fois que je participe à la plantation d'un arboretum comme ça. Et voilà, d'avoir planté cet arbre moi-même, d'avoir mis l'arbre dans le trou et de l'avoir recouvert, c'est vraiment un moment fort. Et c'est de participer au développement de la biodiversité à La Réunion, c'est incroyable. Et comme on le disait plus tôt, de pouvoir planter un arbre, si on pouvait planter un arbre tous les jours, on participerait au bien-être de la planète. Moi, ça m'amuse de toucher la terre et d'entourer l'arbre avec. On enterre l'arbre. On plante. Ah ouais, on plante l'arbre, oui, plutôt. En fait, on a un jardin botanique dans le lycée, donc qui accueille plusieurs plantes comme des arômes, la menthe, etc. On a aussi un oranger. Oui, l'année dernière, on avait acheté un oranger, on l'avait planté tous ensemble. Et on a aussi des fruits et des légumes. Voilà, et toutes sortes de plantes. Au point de vue environnemental, ça pourrait changer la climatisation, ça pourrait diminuer la sécheresse. Cette plantation s'inscrit tout à fait dans l'action du lycée, car au lycée nous avons un jardin pédagogique. Ils sont très impliqués déjà dans cet état d'esprit, de faire pousser les arbres, faire pousser la nature,
On travaille aussi sur les déchets, sur la thématique des déchets. Donc ça s'inscrit totalement dans cette mouvance-là qui est toujours d'être sensible à l'environnement, à notre planète. Je veux dire, parce qu'on commence au lycée et puis après on sait aussi préserver ce qu'il y a autour, quoi. Voilà, tout simplement. Oui, je vais continuer à planter des arbres. Planter un arbre, pour nous c'est naturel, mais ça devrait être naturel pour tout le monde en fait. Voilà, il va bien pousser, il a vraiment été planté avec amour. Quelques images de la plantation à l'Arboretum avec Pauline Waro, bien sûr, notre plus belle égérie réunionnaise engagée, ambassadrice et marraine d'ailleurs de cette conférence. 3 nouveaux invités sur ce plateau. Merci à tous les 3 d'être ici. Stéphane Is, vous êtes à l'AFD en tous les cas, un expert climat. Notamment, vous allez pouvoir nous parler de votre expertise dans la zone océan Indien. Nous avons également Marion Lemoine, puisque vous êtes chargée de recherche au CNRS et vous êtes à l'Université de Rennes notamment. Et puis également vous, Serge Leplège. On va vous présenter tout à l'heure, notamment sur l'expédition Défi Plastique, puisque votre expertise est importante. Mais d'abord, j'aimerais m'adresser à vous, Marion Lemoine. Pendant ces 2 jours, finalement, il y a eu beaucoup d'apports, beaucoup de choses qui ont été dites pendant cette conférence. Quels ont été, vos apports au débat et qu'est-ce qu'on peut ressortir de ces 2 jours de conférence ? Effectivement, les 2 jours de conférence ont réuni des acteurs politiques, des acteurs de terrain, des chercheurs, des enseignants-chercheurs qui mènent des recherches ici, à l'Université de La Réunion, mais aussi partout dans le monde. Et je crois que c'est une véritable rencontre internationale et multi-acteurs. On a senti un moment charnière en termes de discussion, en présentant La Réunion comme un territoire particulièrement intéressant sur le plan de la biodiversité, un territoire riche, mais aussi un territoire de proposition, d'innovation, où le lien fort entre les défis climatiques et l'enjeu de la biodiversité et plus généralement tous les autres éléments de l'environnement sont intrinsèquement liés et il apparaît tout à fait nécessaire d'être sur tous les fronts à la fois. Et cette complexité, au lieu de faire peur, en fait, aujourd'hui, elle réunit et elle permet d'aller plus loin. Alors j'entends aussi dans ce que vous dites que la coopération devient très importante, et notamment celle entre les régions du monde, à être à l'écoute finalement de leurs propositions, mais aussi de leurs soucis sur le terrain. Pour cela, l'Organisation des Régions Unies, l'ORU-FOGAR, qui a été créée en 2007 et qui a pour objectif justement d'unir les régions pour porter leur voix au travers du monde. Voilà, essence de proposition. On va écouter d'ailleurs l'interview de Carles Llorens, j'espère que je l'ai bien prononcé, le secrétaire général de l'ORU-FOGAR. Regardez. Je pense qu'il y a des choses que tous les intervenants sont d'accord que doivent se faire et que doivent s'en parler à la COP que nous allons faire à Bonn. Nous avons parlé beaucoup de comment les États-Unis et son président ont laissé les compromis de Paris. Mais il y a beaucoup d'autres pays qui n'ont pas dit ça, mais qui ne faisaient rien. Et c'est le moment de lui dire, de dire à tous ces gens, de dire à tous ces pays, maintenant c'est le moment d'agir. Moi, comme responsable et comme secrétaire général d'une organisation de région, la chose que je dois dire, c'est que les régions doivent avoir un budget pour travailler contre les changements climatiques. Et maintenant, cet argent, ce budget n'y est pas. Et très souvent, les gens, tout le monde est d'accord que les régions ont un rôle fondamental dans cette lutte. Mais s'il n'y a pas l'argent, il ne peut pas se faire rien. Alors on le voit effectivement, il y a urgence à agir, c'est ce que nous dit Carles Llorens, des actions qui doivent être mises en place. Alors je m'adresse à vous, Stéphane Is, vous êtes expert climat pour l'Agence française de développement et vous soutenez évidemment les énergies renouvelables pour aujourd'hui et pour demain. Alors quelles sont les actions précises pour que ce soit vraiment concret de l'AFD dans la zone océan Indien et peut-être plus largement également? Et est-ce que vous pouvez nous parler notamment de quelques exemples de coopération, dont celle par exemple avec Madagascar? Alors, oui, je pense que je vais d'abord prendre un tout petit temps de recul pour mettre les choses un peu en perspective. Donc l'AFD, c'est le bras armé de l'État français pour le développement, avec un focus de plus en plus marqué sur le climat et en particulier sur les thématiques de l'adaptation. Il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, on a financé, et ça a été rappelé par le ministre de l'Environnement de Maurice qui est intervenu hier, c'est surtout focalisé sur les mesures d'atténuation, les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec raison. Mais c'est vrai aussi, comme ça a été souligné,
que dans les îles, elles sont responsables de peut-être 1% des émissions, moins de 1% des émissions, et elles sont particulièrement impactées. Et vulnérables. Et donc le ratio 80-20 aujourd'hui, donc à l'échelle mondiale des financements, c'est 80% en faveur de l'atténuation et 15 à 20% en faveur de l'adaptation. C'est vrai aussi sur l'île Maurice, ça a été rappelé encore hier, et probablement qu'on devrait avoir dans les îles un ratio inverse, c'est-à-dire 80% pour l'adaptation et 20% sur l'atténuation. On a signé hier un accord cadre, et dans le cadre de cet accord, signé la réalisation d'un projet d'adaptation à Moronda. Et donc ça, c'est un projet pour stopper ou limiter autant que possible l'érosion. Eh bien, ça tombe bien. Pour appuyer ce que vous dites, Stéphane Is, on va écouter l'interview justement du maire de Morondave après la signature de la coopération régionale avec cofinancement entre l'AFD et la région. Regardez. C'est important et c'est très historique d'avoir aujourd'hui signé la convention, surtout avec la région Réunion, et que je remercie d'ailleurs davantage, et l'AFD aussi en même temps, que je remercie aussi. Et pour revenir à l'importance principale du projet pour la ville de Morondave, elle permet aussi de préserver l'environnement, et non seulement d'aménager le littoral de Morondave, qui permettra par la suite de protéger la population de tous les risques liés aux catastrophes naturelles. Morondave est une ville très touristique, qu'à l'heure où nous parlons, la gestion des déchets est très importante, donc il serait mieux de voir de plus en plus de se rapprocher pour éviter, donner de l'hygiène à la ville, de sensibiliser la population à la salubrité, à la propreté aussi, c'est très important pour la santé et pour toute la population en général, et surtout pour les touristes aussi. Une belle coopération, on espère d'ailleurs qu'il y en aura d'autres de ce type prévus dans la zone et que évidemment c'est le début, je dirais, encore d'autres actions telles que vous venez de l'expliquer, Stéphane Is. Marion Lemoine, je me tourne vers vous. Évidemment, quand on parle de coopération, ça veut dire que peut-être parfois le droit international doit évoluer. Je crois que ça fait partie de vos domaines d'expertise, la flexibilité du droit international. J'aimerais moi vous poser une question peut-être sensible, mais j'espère que vous pourrez y répondre. Quand on veut faire appliquer des lois que l'on a signées, clairement pour justement contribuer à cette adaptation au changement climatique, comment est-ce qu'on fait pour essayer de les suggérer fortement ou peut-être même de les imposer, que sais-je, quand l'orientation politique s'en éloigne ou est carrément contraire, je dirais, à cela? Est-ce que c'est possible? C'est un défi tout particulier. C'est vrai que le rôle d'une chercheuse en droit, c'est justement d'observer et puis de conseiller aussi peut-être la formulation de règles de droit qui soient à la fois qui continuent à réunir les acteurs autour de la table, c'est-à-dire éviter les mouvements de désolidarisation ou de retrait, par exemple, des États-Unis de l'accord de Paris, selon les annonces dernières de Donald Trump. Et en dépit de ce retrait formel, comment continuer à fédérer autour de l'instrument juridique et à faire appliquer en fait le contenu des accords de Paris qui, en dépit du retrait américain, est tout à fait continue à être le socle pour l'action future et notamment à partir de 2020 puisqu'il est prévu pour entrer en application à partir de 2020. Une des lois qui nous concerne tous et qu'on a déjà vu en application, c'est celle notamment qui consiste à retirer les sacs plastiques des commerces. On le voit maintenant, chacun va avec son panier faire ses courses ou avec un sac réutilisable. Pour autant, je m'adresse à vous, Serge Leplège, vous avez été photographe et également caméraman pendant plus de 25 ans. Vous êtes aussi marin, un passionné de nature, vous aimez clairement l'observer. D'ailleurs, beaucoup de vos reportages ont été publiés dans de grands magazines. Donc vous êtes forcément le mieux placé pour me parler de l'expédition Défi Plastique. Quels sont clairement les exemples concrets qui vous permettent d'affirmer qu'aujourd'hui, nous avons un gros problème et qu'il est temps vraiment d'agir, notamment pour nos océans, malgré cette loi qui diminue, qui est censée diminuer l'utilisation du plastique? Voilà, donc on organise ces expéditions pour sensibiliser au problème. Je vais revenir un petit peu en arrière. À nos premiers cours de biologie, on nous apprenait un petit peu la biologie, la physique. Et je crois que la connaissance en fait, de l'environnement, de la nature, commence par l'observation. Voilà, et je crois que chacun de nous a pu constater du plastique en masse sur les déchets. Une petite anecdote. Il y a quelques jours, je discutais avec quelqu'un qui me disait avant, on ramassait les coquillages,
quand on allait en bord de mer, et maintenant on ramasse du plastique. Voilà. Donc on est face à la plus grande, à mon sens en tout cas, la plus grande catastrophe écologique, océanique que la planète ait connue, dans la mesure où ce plastique vient du pétrole. C'est une substance qui a des particularités physico-chimiques, notamment de fixer 7 fois plus que toutes les autres matières, de fixer en fait les PCB, les phthalènes, les perturbateurs endocriniens. Et je crois que maintenant, tous les gens qui sont en minimum en contact, en tout cas avec l'océan, ou qui, par exemple, vont faire des promenades après les cyclones, on voit des chapelets de sacs en plastique sur les arbres. Je crois qu'on est tous face à un problème qui nous dépasse totalement et surtout sur lequel on a 30 ans de retard. L'expédition Défi Plastique, Serge Leplège, elle va permettre de voir des tortues évidemment, mais bien d'autres choses encore. On a une expédition qui partira dans à peine 1 mois en direction de l'île Sainte-Marie à Madagascar, parce que là-bas, les gens sont confrontés au problème du plastique, parce qu'ils sont vraiment dépendants du tourisme, dépendants de la beauté de leur plage, et surtout, ils doivent gérer. Donc la côte malgache a une très très longue partie qui est exposée au vent et au courant océanique. Toute la côte Est, en fait, reçoit massivement des déchets qui viennent de tous les pays de la zone océan Indien. Et nous, on va un petit peu mettre ça en avant pour faire comprendre aux gens que c'est pas l'autre qui est responsable. On est tous collectivement responsables de ce problème du plastique. Donc on va étudier notamment le plastique les origines du plastique qu'on trouve à Madagascar, mais également le but de ces expéditions est de sensibiliser et d'impliquer le plus grand nombre sur cette problématique. Et pour ça, il faut ramener des images. On vit dans un monde visuel. Et on se doit, de montrer. On comprend bien ici, bien sûr, toute l'importance de repenser aussi notre façon de consommer. Éco-concevoir, c'est probablement ce que l'on doit faire dès maintenant et qu'on fera à l'avenir. Repenser un petit peu l'impact du produit sur l'environnement, sa durée de vie, qu'est-ce qu'on peut en faire une fois qu'il est censé être jeté, et passer finalement d'une économie linéaire à une économie circulaire. Je vous propose d'écouter le point de vue de Magnus Bertsson. Il est le président du R20, une ONG fondée en 2010 par Arnold Schwarzenegger, avec le soutien des Nations Unies bien sûr, dont le but principal est de créer justement une économie verte. Regardez. Bien évidemment, l'économie change tout, parce que si vous ne trouvez pas des sources de financement, vous n'avez pas les fonds pour faire changer les choses. C'est la raison pour laquelle il faut créer des économies, il faut créer des marchés, il faut créer des écosystèmes économiques pour que justement on crée le cercle vertueux et avancer dans ce sens. Effectivement, l'économie circulaire est très très importante, c'est ce que nous dit justement Magnus Bertsson. Marion Lemoine, on sait clairement que si on prend en compte cette nouvelle donnée, on permettra à ce monde de prospérer davantage, bien plus que si on ne prend pas en compte l'adaptation au changement climatique. L'économie circulaire, c'est un phénomène de circuit court qui permet de penser au plus adapté. La consommation, l'acte de production, et qui, la philosophie en fait qui l'inspire, c'est profondément celle aussi qui se dégage, je trouve, d'une rencontre comme celle-ci, c'est-à-dire il faut agir vite, oui, mais il ne faut pas attendre des autres que la solution arrive. Agir localement, en fait, aussi. Agir localement, et en fait, chacun à son niveau, par ordre de priorité, en fonction des choix qu'on opère, des valeurs qu'on souhaite protéger aussi. Je crois que c'est vraiment important que chacun se saisisse de cette question, et cette nouvelle manière de penser l'économie, de penser le droit, permet à tout un chacun de faire à sa mesure les actions les plus utiles. Et je crois que c'est cette prise de conscience généralisée qui est la plus importante. Et dans cette partie du monde où on a l'air tout petit, finalement, on a notre part à jouer, notre rôle dans l'adaptation à ces dérèglements climatiques. Soyons fiers d'y participer, et c'est pour le bien universel, donc clairement, on a tous un rôle à jouer. Merci à tous les trois d'avoir été mes invités sur ce plateau. Pour retrouver toutes les images, je vous donne rendez-vous sur www.otv.re.